Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute! Bienvenue au Pharmascope. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du Nord de l'île de Montréal. Bonjour tout le monde, je m'appelle Olivier Massé, je suis pharmacien dans le même CIUS. Comment ça va, Ali? Ouais, ça va, toi aussi? Ça va, on est seul aujourd'hui. Malheureusement, les temps sont durs. Ouais, en effet, période de transition, hein? Ouais. D'accord, on est en audition pour les remplacements de Mme Hébert. On n'a pas eu beaucoup de postulats jusqu'à les maintenant. files d'attente ou choses. Mais non, faites-en pas, des nouvelles viendront sous peu là, sur les changements au sein de l'équipe. Alors, aujourd'hui, épisode en duo. Ça faisait longtemps qu'on avait fait ça, un épisode questions-réponses. Puis on va se le dire, Isa, d'après moi, est pas fâchée de pas être là. C'était rarement ses épisodes préférés. Fait qu'on part ça. En fait, on a reçu un truc, c'est pas une question, mais on prend les commentaires, les critiques, puis tout ça, on le dit à chaque épisode. Fait que voici, on a reçu un commentaire de Alexis Boudreau. Là, je sais pas s'il voulait qu'on le nomme, mais en même temps, fallait le dire. Je voulais pas te faire nommer, là, fallait le dire. Fait qu'Alexis Boudreau, on sait pas il vient de où. Il nous dit: Allô la gang, je voulais vous parler du nom de médicament Imvexi. Fait que on salue un autre amateur, visiblement, de noms de médicaments. Je pense que c'est une passion qui manque d'amateurs, les noms de médicaments. Donc, qui nous dit: Je n'avais jamais pensé au XX comme étant des chromosomes. Fait qu'on se rappelle, épisode récent sur le syndrome génito-urinaire de la ménopause, où on avait avec nous Amélie Gravel, qui nous avait proposé comme justification dans le fait qu'il a, ma foi, 2X back-à-back dans ce nom de médicament-là. Là. À un moment donné, ça commence à être absurde. Qui nous avait proposé que c'était pour représenter les chromosomes XX. Interprétation audacieuse. Absolument, absolument. Mais bref, Alexis nous dit que la vraie raison derrière ce nom, puis là, évidemment, tout le poids de cette décision-là repose sur Alexis. Là. On nous dit qu'il faut le prononcer en anglais à plusieurs reprises. Lui, il nous dit qu'il faut donc y aller avec une séquence qui ressemble à I'm vexy, I'm vexy, I'm vexy, I'm sexy. Apparemment, c'est un dérivé d'I'm sexy. Il nous dit que le marketing va jusque-là et que l'information a été approuvée. C'est son terme exact. On dirait que je suis pas trop sûr ce que ça veut dire approuvé, mais approuvé par un représentant pharmaceutique. Il dit pas que c'est un représentant pharmaceutique de la compagnie qui commercialise l'Imvexi en passant. Là. Ben là, sûrement. C'est peut-être un représentant pharmaceutique d'une autre compagnie par rapport, mais qui a approuvé l'idée, là, je sais pas. Puis il nous souhaite une bonne journée. Bonne journée, Alexis. On reste douteux. On dirait qu'on aimait mieux les X des chromosomes, mais... Ben, c'était plus recherché là, comme interprétation là, versus le I'm sexy. C'est plus grivois. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Donc, première question maintenant, Oli. Première question qui vient de Lisanne Villemur des Laurentides. Bonjour à toi. La question va comme suit. Salut Pharmascope, je viens d'écouter vos 2 épisodes sur la gestion du TLU-ROH. Là, ça m'amène à dire, Nico, que ça date d'un bout, là, cette question-là. Ben, peut-être qu'elle l'a, je veux dire, elle peut l'avoir écouté récemment aussi. En même temps, avant, je me sentais mal de ça, mais on se rappelle que c'est toi le responsable de la gestion des questions, hein, maintenant. Ah oui, c'est tombé dans mes tâches, ça? Ben, tu sais, c'est à toi qui arrive. Aïe, 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 j'en ai perdu un bout. Ben oui, on est désolé, Lisanne, effectivement, je pense que ta question date de quelques semaines. Mais ça fait longtemps qu'on a fait une émission question-réponse, effectivement. Ouais, exact. Donc, j'ai justement une question d'une médecin qui aimerait savoir s'il est adéquat de poursuivre la gabapentine avec naltrexone qui est déjà utilisée en combinaison depuis 3 mois. Sûrement pas de données dans la littérature, mais si vous savez en pratique ce que vous faites ou ce que la médecin invitée fait. Le patient se sent très bien, tolère bien et aimerait poursuivre les 2 médicaments, mais la médecin est un peu frileuse vu le peu de science sur cette combinaison. Fait qu'effectivement, la petite mise en contexte, on a fait des épisodes sur le trouble d'utilisation de substances, d'alcool, trouble lié à l'usage d'alcool. Il y a, mon Dieu, un petit peu plus d'1 an, je dirais. T'étais pas avec nous, là, clairement. Oui, c'est ça. Je n'étais même pas encore avec le Pharmascope officiellement. C'est ça. Fait que ça fait un petit bout de temps.
où on avait eu comme invité Marie-Ève Beauchemin-Nadeau, médecin, là, collègue à nous, mais qui travaille particulièrement dans le monde de la toxico. Puis on avait essayé de faire le tour un peu là, de la prise en charge aiguë et plus chronique du trouble lié à l'usage de l'alcool. Puis, ben, on avait parlé évidemment de naltrexone, de gabapentine, mais on n'avait probablement pas abordé, je présume, là, si Lisanne pose la question, l'idée de les utiliser en combinaison. Mhm, exact. Puis, il n'y a pas beaucoup d'études, en fait, sur la combinaison. J'en ai trouvé une étude randomisée contrôlée, qui nous donne un peu de science, justement, sur cette combinaison-là. C'est une étude qui a été publiée en 2011 par Anton et collaborateurs. Tout ça, ça nous a donné 150 participants avec un TLU-ROH randomisé, soit de la naltrexone, 50 mg une fois par jour, soit de la naltrexone, 50 mg une fois par jour, auquel on ajoutait temporairement pendant 6 semaines de la gabapentine. Un peu contre-intuitif, mais bref, c'est la décision qu'ils ont prise. Ou encore, soit on randomisait les patients à un double placebo. Attends une minute, là. Fait que là, je sais ça, j'ai bien compris. Fait que l'étude a duré plus que 6 semaines, Ouais, 16 semaines au total. mais dans le groupe où on avait de la gabapentine était utilisée seulement 6 semaines, c'est ça? 100% exact. OK. Donc voilà, c'est un peu particulier comme façon de faire. Euh, En termes de résultats, c'est un peu difficile de donner des chiffres exacts avec la façon dont les résultats étaient présentés dans l'article. On va y aller un peu avec, comment dire, une description plus qualitative, là. Si on regarde, par exemple, le temps jusqu'au premier jour de consommation excessive d'alcool, la combinaison était supérieure comparativement au naltrexone et au placebo. Par contre, le naltrexone n'était pas supérieur au placebo. Ça, c'est un peu Hmm. surprenant. Ouais, Donc, en effet. premier fait un peu inusité. Pour le pourcentage de jours de consommation excessive d'alcool, la combinaison était supérieure à la naltrexone, mais pas au placebo, parce qu'en fait, la naltrexone était inférieure au placebo. Hey boy, ça va bien? Deuxième fait inusité. Ouais, à date, ça ne score pas fort. Pour la naltrexone, en tout cas. Pour le nombre de consommations par journée de consommation, la combinaison était supérieure au placebo puis à la naltrexone. Puis évidemment, pour toutes ces issues-là, quand la combinaison était supérieure aux autres groupes, c'était à 6 semaines. Quand on Hmm. regardait à 16 semaines, bien évidemment, l'arrêt de la gabapentine entraînait une perte d'efficacité importante. C'est un peu logique. Hmm. En termes de tolérance, on ne semblait pas avoir énormément de signaux inquiétants, là. La combinaison causait un peu plus de vision brouillée, somnolence, éjaculation précoce. Éjaculation précoce? Ouais, De avec la la gabapentine. gabapentine? Exact. C'est une chose, ça? Ben, pas à ma connaissance, mais OK. c'était une Ben, chose dans cette étude-là. je découvre des nouvelles choses à tous les jours, mais on dirait que celle-là, je l'avais pas dans ma petite boîte à outils des fins indésirables de la gabapentine. Moi non plus. OK. Donc voilà, ce sont des évidences très limitées, là, des évidences à court terme. Il y a des résultats là-dedans qui sont un peu surprenants, un peu inconstants comparativement à ce qu'on connaît dans d'autres études, là, notamment sur la naltrexone en monothérapie. Mais au-delà de cette étude-là, je pense que le cas ici, c'est un cas parfait, en fait, de décision partagée, là. Si les traitements sont efficaces pour le patient, qui se sent bien avec ces traitements-là, qui sont bien tolérés, qu'on a fait un bon suivi de la tolérance, honnêtement, on n'a pas d'enjeu de toxicité importante avec ces molécules-là. Donc, pourquoi ne pas les continuer? En fait, c'est aligné avec l'objectif thérapeutique du patient. Ah ben je te suis. Pour revenir à la question de Lisanne, je veux dire, on dirait que je suis pas étonné non plus avec la science que tu me montres. Bon, elle est très limitée visiblement, mais on se rappelle, puis ton étude le montre bien, les médicaments dans ce domaine-là, puis dans la majorité des domaines, évidemment, là, pour ceux qui sont habitués de nous écouter, je vous apprends rien, les médicaments sont pas miraculeux, hein. Fait que, ils ont même souvent quand même une certaine difficulté à se démarquer d'un placebo. Ce qui fait que souvent, quand on essaye des combinaisons, ben, c'est encore plus dur de démontrer un effet supplémentaire. Mhm. Fait que c'est ça. On dirait que je suis pas tellement étonné de ce que tu nous rapportes, mais comme tu l'as dit, je veux dire, on parle du traitement d'une condition chronique, hein, on le sait, là, la toxicomanie est une condition chronique. Les gens rechutent énormément, d'ailleurs, dans les études qui s'étirent sur un peu plus de temps. Euh, Si j'ai le choix entre
permettent à un patient de rester abstinent avec une combinaison de gabapentine de naltrexone, que le patient désire poursuivre ces deux médicaments-là, qu'il les tolère bien, puis tout ça. Je veux dire, Tant mieux pour le patient s'il a trouvé une intervention qui fonctionne pour lui. ben ouais, absolument, absolument. Fait que voilà, Lisanne, quelques semaines en retard. Excellent. Prochaine question. Question de Marie-Claude Lebel. J'ignore elle est de où. Marie-Claude Lebel, n'oubliez pas de nous dire d'où vous venez. On trouve ça bien le fun. Alors, elle nous dit, que pensez-vous de cette nouvelle concernant la mélatonine et le risque d'insuffisance cardiaque? Fait que là, elle nous rapporte un lien là, qui dirige vers Passeport Santé et qui nous parle effectivement d'une nouvelle étude qui associerait l'utilisation de mélatonine à de l'insuffisance cardiaque. Fait que, ben, question intéressante, certainement, dont j'ai entendu parler effectivement dans les dernières semaines. C'est un sujet très récent. Donc, tout ça fait suite à une présentation de résumé au congrès de l'AHA en novembre 2025. Hmm. Donc, c'est tout chaud, ça. Ouais. L'affaire, c'est que c'est vraiment juste un résumé auquel on a accès au moment où on enregistre l'épisode, là. Fait que j'ai pas Hmm. d'études de publication. Je n'ai que quelques lignes de texte, malheureusement. Donc, il y a beaucoup d'inconnus, mais voici ce qu'on sait pour le moment. On parle d'une étude rétrospective. Fait que déjà, bon, ça part mal. Qui porte sur Ouais. des gens souffrant d'insomnie chronique. Puis où on a comparé des gens qui auraient pris de la mélatonine durant au moins 365 jours à des gens qui n'en auraient pas pris. Bon, là, de ce que j'en comprends, la qualité des données vient aussi avec ses faiblesses. Donc, ça vient d'une base de données de l'entreprise TriNetX Global Network. J'avoue que je n'étais pas familier avec cette compagnie. Moi non plus. C'est une compagnie qui offre un paquet de services liés au monde de la recherche, notamment l'accès à une base de données qui inclurait de l'information sur plus de 300 millions d'êtres humains à travers la planète Terre. Et voilà. OK. Bon, Fouille-moi. pas mal de monde, ça. Euh, Fait que j'en comprends que c'est une base de données anonymisée qui est juste feedée en bon français, là, mais qui est alimentée par un paquet d'organisations là, liées au monde de la santé un peu partout sur la planète. Dans ce cas-ci, il y aurait répertorié plus de 65 000 participants sous mélatonine de façon, on va dire, chronique. Là, l'idée, c'est que la mélatonine ici était documentée seulement lorsque prescrite. C'est souvent comme ça dans ce genre d'études-là. L'affaire, c'est que ça ne nous dit pas nécessairement ce que le patient a pris à la maison, parce que tu peux Hmm. l'avoir prescrite, tu peux aller l'acheter, tu peux la ramener chez vous et ne pas la prendre. Ouais. Ça ajoute aussi le confondant potentiel de tous les gens qui auraient pris de la mélatonine en vente libre. Il y a quand même plusieurs pays, dont le Canada, où ce produit-là est disponible en vente libre. Fait que Ouais. bon, des limites encore une fois, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On a appareillé ces gens-là, matché en bon français, ces gens-là à 65 000 contrôles. On les a matchés selon un score de propension là, qui était basé sur un paquet de comorbidités caractéristiques, fait que méthodologie assez habituelle dans ce type d'études. Puis on a mesuré, on n'a pas mesuré, en fait, on a observé les données chez ces patients-là pendant 5 ans. Donc, quand même, un suivi adéquat. Ben oui, absolument. À 5 ans, effectivement, ces gens-là ont documenté plus d'insuffisance cardiaque de novo dans le groupe mélatonine que dans le groupe contrôle, avec un taux d'incidence d'insuffisance cardiaque de 4,6 contre 2,7 ce qui se traduit par une différence absolue de 1,9 et qui était statistiquement significative. Hmm. Quand même, 2% en risque Ouais, tu sais, on se absolu, rappelle, c'est c'est, c'est- quand même c'est- élevé. bah ouais, puis tu sais, l'insuffisance cardiaque, c'est évidemment une maladie avec un pronostic je veux dire, considérable. Là. On fait ce qu'on peut avec les traitements qu'on a, mais c'est une maladie sérieuse, une maladie grave. Fait que des chiffres qui peuvent paraître quand même cliniquement préoccupants. Quand on regarde même les hospices liés à l'insuffisance cardiaque, c'est encore pire. Puis là, vous allez voir, c'est un peu bizarre que c'est encore pire en fait, mais on parle de 19% des participants dans le groupe mélatonine qui auraient eu une hospitalisation liée à une insuffisance cardiaque contre 6,6% dans le groupe contrôle. Puis là, je sais Il pas me si tu as semble tes compris ce qui s'est chiffres, là, passé ici, Nico, là. ouais, non, ça marche pas, là. Non, c'est ça. Il y a comme vraiment beaucoup plus de gens qui ont eu une hospitalisation liée à l'insuffisance cardiaque que de gens qui ont eu de l'insuffisance cardiaque. Mais comment tu peux être hospitalisé pour insuffisance cardiaque si tu n'as pas de l'insuffisance cardiaque? Ben, c'est une bonne question. J'ai l'impression qu'ici, en fait, c'est un problème lié à la base de données, probablement.
Fait que, tu sais, ces affaires-là, typiquement, ça vient de codes, le diagnostic qui sont rentrés dans des machines, puis tout ça. Euh, Fait que je pense qu'ici, ça vient mettre un gros bémol quand même sur la fiabilité potentielle des résultats. Je répète, on a accès seulement au moment d'enregistrement à un résumé, là. Fait que j'ai fait ce que je pouvais avec le très peu d'informations auxquelles j'avais accès, mais donc elle me chicote beaucoup, là. Ben, Elle me avec raison. chicote beaucoup. Puis mine de rien, ça sous-entendrait que quand tu prends des gens en moyenne de 56 ans, c'était ça l'âge moyen dans l'étude, sur 5 ans, il y en aurait une sur 5 qui se ramasserait hospitalisée en raison d'insuffisance cardiaque. Puis je sais pas, Ben, là, mais c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup. ben, définitivement. Fait que bref, un paquet de bémols. Ils ont regardé aussi la mortalité toute cause. 7,8% avec la mélatonine contre 4,3% dans le groupe contrôle, ce qui donnerait, là, si tout ça était valide et significatif, un NNH à 29 en défaveur de la mélatonine. C'est rare qu'on a des médicaments pour le dodo qui causent de la mortalité. Ça irait mal. Ça irait mal. Fait que beaucoup de limites. Études rétrospectives basées sur des données qui visiblement ont certains enjeux. De l'exposition qui n'est pas bien contrôlée, notamment parce que la mélatonine est disponible en vente libre, comme je l'ai dit tantôt. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on peut tirer de cette étude-là, surtout avec le peu de données disponibles actuellement. Mais bon, ça sera à suivre. Je veux dire, c'est sûr que c'est préoccupant de lire ça. C'est sûr qu'on le sait, on n'a pas une tonne de données là, d'études randomisées contrôlées de longue durée avec les mélatonines. Fait que l'innocuité à long terme est probablement pas basée sur de la science solide de toute façon. Fait que je pense pas qu'on peut tasser ces données-là là, du revers de la main, mais mettons qu'avant de prendre ça pour du cash, je pense qu'il reste un pas à franchir. Mhm. À La suivre. publication finale de l'article va certainement nous aider à comprendre un peu toutes ces nuances-là. Ben, je l'espère, je l'espère. Fait que voilà, Mère-Claude, pour la mélatonine et l'essence cardiaque, là, un peu tôt probablement pour changer notre pratique. Prochaine question, Oli. Une question de Maxime Huot qui n'a pas spécifié sa localisation géographique. Aïe, 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 Je aïe, sais que aïe. ça te déçoit, Nico. Hmm. La question va comme suit. Donc, j'ai une question sur le dosage de vitamine D. Vous disiez que l'élaboration de valeurs en déficience avait été basée sur rien pour déterminer le seuil inférieur à 50 nanomoles par litre. Ça J'aimerais ressemble à quelque chose qu'on pourrait dire, je pense. Ben, ça s'est sûrement dit dans un épisode du Pharmascope un jour, mettons. J'aimerais savoir si c'est le cas pour les seuils toxiques. Si, à votre connaissance, ça a été établi de la même façon, si vous avez de la littérature à ce sujet, c'est pour un cas complexe d'une prescription de haute dose de vitamine D. Ben, Ben, c'est une bonne question. très bonne question. Puis il me semble que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de vitamine D, Nico. Ben, tu veux dire au Pharmascope ou toi puis moi, parce que je me semble Non. qu'on en a parlé genre aujourd'hui, là, mais On se ouais, parlait je me au Pharmascope, là. Les gens, ils savent pas, mais dans la vie de tous les jours, on se parle souvent de vitamine D. Oui, évidemment. On s'en crème, on en mange, on en boit. Aïe, 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 aïe. Mais ouais, t'as raison, j'imagine. J'essaie de penser là, épisode Pharmascope vitamine D, ça doit faire un certain temps. Oui, tout à fait. Donc, notre réponse, les valeurs normales, en fait, de vitamine D sérique que le labo fournit, habituellement entre 50 et 125 nanomoles par litre, sont tirées d'un rapport datant de 2011 de l'Institute of Medicine qui portait sur les valeurs de référence nutritionnelle du calcium et de la vitamine D. Puis pour rétablir les valeurs de référence de la vitamine D, les experts de cet institut-là ont procédé à une recherche exhaustive de la littérature qui portait en fait sur le taux optimal de vitamine D à viser pour la santé osseuse et extra-osseuse. Puis leur conclusion, c'est que le taux sérique de 50 nanomoles par litre, c'est le taux qui permet de répondre aux besoins de 97,5 de la population. Mais là, au besoin, je vais mettre un bémol sur le mot besoin, là. C'est ça. On va vous mettre le rapport complet en référence si ça vous dit de le consulter. C'est long, là. Ce chiffre-là, en fait, de 50 nanomoles par litre est pas mal arbitraire. C'est beaucoup basé sur une analyse de la littérature observationnelle, dont on connaît assez bien les limites, hein. C'est basé sur des observations d'association. Quand on remarque des taux plus bas de vitamine D,
on peut lier des issues néfastes pour la santé, mais là, il y a tout un paquet de confondants qui peuvent expliquer pourquoi ces patients-là ont à la fois un niveau de vitamine D sérique bas et aussi des issues néfastes pour la santé. Puis c'est à partir, en fait, de ce taux-là de 50 nanomoles par litre là, qu'on a les recommandations actuelles de dose cible de vitamine D à consommer, ajustées selon l'âge et le sexe. C'est basé sur une extrapolation qu'il faut viser ce taux-là. Mais évidemment, pour le principe, rappelons-nous que toutes, je ne vais pas dire toutes, OK, je vais être transparent, presque toutes les études où on a testé de façon prospective dans des études randomisées contrôlées une supplémentation de vitamine D pour atteindre ou qui permettait d'atteindre des taux X, Y, Z, n'a pas changé le devenir des patients, là, dans à peu près toutes les conditions de santé possibles. Oui, 100%. Ce qui nous Donc, montre que ces seuils-là qui répondent aux besoins de la population, on ne sait pas vraiment y répondre à quels besoins, en fait. exact. Fait, Donc, voilà. C'est aussi dans ce rapport-là qu'on nous parle de la limite supérieure de vitamine D sérique, là, la fameuse limite de 125 nanomoles par litre qui est habituellement rapportée par les labos. Puis encore là, c'est basé aussi sur des études observationnelles. C'est aussi basé beaucoup sur le chiffre en fait en tant que tel est très arbitraire là, parce que quand on regarde dans la littérature, là, il y a plein de seuils toxiques, entre guillemets, qui ont été proposés par plein de groupes, par plein de guides de pratique. Encore une fois, c'est toujours basé sur des études observationnelles, mais il y en a qui le mettent à 125, à 250, à 375, à 500, à 750. Donc, ça va un peu dans tous les sens, bien honnêtement. 750. Ouais, j'ai découvert ça en préparant l'épisode. Ça me Quand semble quand même, même hein. être Faut que tu te lèves de bonne heure le matin là, pour te rendre à 750. Là. Ben, il faut que tu consommes de la vitamine D en dose, ma foi, massive. Hum. Puis, c'est ça. Donc, dans la littérature en tant que telle, les risques qu'on trouve avec des dosages très élevés, c'est très difficile à quantifier ces risques-là. Donc, tu sais, si on regarde des rapports de cas, des études observationnelles, puis même certaines études randomisées contrôlées, tu sais, il y a des fois des rapports, des risques d'hypercalcémie, d'hypercalciurie, des risques de calculs rénaux, mais quand on va dans certains rapports de cas, des fois, on nous rapporte des risques d'hypertension, d'arythmie, de délirium avec des hautes doses de vitamine D, mais on n'est pas dans de la grosse science ici, là. Il y a clairement, ça va un peu dans tous les sens quand on regarde la littérature sur les seuils dits toxiques de vitamine D sérique. Parfait. Au-delà des niveaux sériques, de quoi que ce soit, on se rappelle quand même que plusieurs études publiées avec des grosses doses de vitamine D, là, des études randomisées contrôlées, qui ont parfois mené à des problèmes plus que des solutions. Puis si on vous a ciblé deux études là, qu'on va vous présenter en rafale, là, on aurait pu en choisir plein d'autres, là, mais deux études qui nous semblaient un petit peu plus intéressantes. La première étude, c'est une étude randomisée contrôlée publiée par Sanders et collaborateurs en 2010. La population incluse comprenait des femmes de 70 ans au risque de fracture ou de chute. Principalement, c'était des femmes qui avaient déjà eu une fracture ou une chute dans le passé. Ça a amené tout ça à la randomisation de 2000 participantes, quand même, Ben ouais. pendant 5 ans. Randomisation donc à 500 000 unités de vitamine D en une fois, de façon annuelle, versus un placebo annuel. En C'est termes, c'est beaucoup de vitamine D, ça. 500 000 unités d'un coup. ben, c'est plus que ce qu'on donne d'habitude. Ça fait-tu une très, très grosse pilule, ça? Hey, bonne question. Parce qu'il faut quand même que tu te mettes, ça veut dire 50 D-tabs. Ben, en même temps, le D-Tab, c'est un petit comprimé. Ouais, ouais, non, non, je comprends, mais 50. En tout cas, intéressant. Voilà. Puis en termes d'issue, ben, ça s'est pas passé comme prévu, en fait. La proportion de participantes qui rapportaient au moins une chute était de 74 dans le groupe vitamine D contre 68 dans le groupe placebo. La boulette. Ouais, une différence significative, un NNH de 17, donc quand même. La proportion de participantes rapportant au moins une fracture était de 13,7 dans le groupe vitamine D contre 11,1 dans le groupe placebo. C'était une différence qui n'était pas statistiquement significative, mais honnêtement, ça passait vraiment proche. Puis si ça avait été le cas, on aurait eu un NNH de 39. Là. Donc, Quand encore même. là,
pas bon signe. Pour Là. un produit qui est censé diminuer les risques de fracture. Exact. Donc, ça, c'était notre première étude. Notre deuxième étude, étude randomisée contrôlée, publiée par Burt et collaborateurs en 2019. Ici, on incluait des hommes et des femmes âgés entre 55 et 70 ans en bonne santé. On a recruté 400 participants randomisés à de la vitamine D, 10 000 unités par jour, 4 000 unités par jour ou 400 unités par jour. Donc, quand même dans les deux groupes à plus haute dose, des bonnes doses de vitamine D. Là. Un suivi quand même assez long, 3 ans. Puis quand on regarde les issues, les auteurs étudiaient surtout des paramètres osseux, la DMO, des issues plus intermédiaires, mais dans tous les paramètres qu'on venait mesurer, là, grosso modo, on voyait qu'avec des plus hautes doses de vitamine D, ça n'allait pas dans la bonne direction. Oups. Voilà. Puis en termes d'effets indésirables, on a constaté assez clairement que les plus hautes doses menaient à plus d'hypercalcémie, plus d'hypercalciurie. Il ne se passait pas grand-chose sur les autres effets indésirables, mais honnêtement, on n'avait pas énormément de monde dans cette étude-là, 400 participants. Là. Ça aurait été surprenant de voir une augmentation des infarctus ou des cancers ou des trucs comme ça. Là. Donc, c'est ça. Ça fait juste nous rappeler, en fait, deux choses, là, si on récapitule. Là. On a des taux sériques normaux, entre guillemets, de vitamine D, clairement pas établis de façon très, je ne sais pas comment dire ça, là, mais c'est pas basé sur une science très solide, c'est très arbitraire, tout ça. On a des études avec des hautes doses de vitamine D qui montrent que ça peut causer des problèmes. Donc, soyons prudents avec la vitamine D à haute dose, clairement. Puis, soyons très transparents, là, on s'entend, là, on a choisi de façon très, très volontaire 2 études qui ont mal fini, là, dans le sens que la vitamine D, on espérait que ça donne des résultats positifs, puis c'est l'inverse qui s'est passé. Il y a plein d'études aussi qui ont juste rien montré, évidemment. Mais ouais, c'est clairement ce balance, là, cet équilibre sur la vitamine D, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Non, vraiment. Ben merci, Oli. Hey, ça m'a fait plaisir. Tu connais ma passion pour la vitamine D. Hein? Ben oui, absolument. Dernière question de Julie Laurence. Question concernant les cibles de pression artérielle. Bon, je vais sauter des petites parties, là. Elle nous dit que euh, elle nous demande s'il existe une littérature concernant l'âge à laquelle initier des traitements anti-hypertenseurs. Elle nous dit que les lignes directrices supposent que l'hypertension peut être diagnostiquée dès 18 ans. Bon, il reviendra. Ce qui me semble jeune pour initier un traitement médicamenteux à vie. Existe-t-il des données probantes sur le traitement de l'hypertension avant 40 ans? Pour quel barème d'hypertension? Puis j'imagine qu'un patient plus jeune serait la plupart du temps à faible risque cardiovasculaire sur 10 ans, mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a un bénéfice peut-être à très, très long terme? Est-ce qu'on a des NNT sur 10, 20, 30 ans? Bref, elle nous dit merci et désolé pour la longue question. Ouais, mais c'est une très bonne question. Longue, mais bonne. Fait que, ben oui, l'hypertension peut être diagnostiquée très jeune, en fait, même bien avant 18 ans officiellement. Là, si vous regardez Hypertension Canada, ils ont des guides de pratique concernant l'hypertension en pédiatrie. En 2016, ils ont publié un premier guide, en fait, sur la mesure de la tension artérielle, l'évaluation de l'hypertension là, chez les jeunes, avec certaines recommandations qui, j'imagine, peuvent faire sursauter, du genre, la tension artérielle devrait être mesurée régulièrement à partir de 3 ans de vie par un professionnel de la santé. Non, déjà à 3 ans. Là, c'est sûr que chez les tout petits, là, les seuils d'hypertension, c'est différent. Là, c'est défini en fonction de courbe de distribution normale puis de valeur de percentile en fonction de l'âge, du sexe, de la grandeur. Mais oui, c'est un concept qui existe. On nous dit aussi effectivement que le risque cardiovasculaire devrait être évalué chez ces patients-là. J'avoue que je connais pas là, d'outils pour évaluer le risque cardiovasculaire à moyen long terme chez des enfants. Il en existe peut-être, là, mais je n'en connais point. Après ça, en 2017, Hypertension Canada a publié vraiment un guide de pratique là, qui inclut aussi littéralement la prévention et le traitement, même le traitement pharmaco d'hypertension chez les enfants. On nous dit de considérer un traitement pharmaco si on a une hypertension qui est symptomatique, si on a une atteinte d'un organe cible, si on a une hypertension de stade 2
ou une hypertension de stade 1 qui persiste après 6 mois de mesures non pharmacologiques. Pour votre info, là, encore une fois, c'est des percentiles, là, fait que c'est genre stade 1, c'est une pression qui est entre le 95e et 99e percentile plus 5 mm de mercure. Stade 2, c'est une pression qui est au-dessus du 99e percentile plus 5 mm de mercure. Évidemment, quand on regarde, ben, je dis évidemment, là, parce que j'imagine qu'on s'y attend. Quand on regarde les recommandations dans ces guides de pratique-là, là, on parle de niveau d'évidence D, qui est dans ces guides de pratique-là, en fait, le niveau d'évidence le plus faible possible. Hmm. En même Euh, temps, ça reflète l'état de la science, je veux dire, sur le traitement de l'hypertension en pédiatrie. Ben, c'est ça, tu sais, il y a une revue, j'essaie de voir, là, il y a une revue systématique Cochrane qui a été mise à jour pour la dernière fois il y a longtemps, en 2014, sur l'utilisation d'antihypertenseurs en pédiatrie, puis où on nous met comme conclusion que malheureusement, il y a un peu de science sur l'effet des médicaments antihypertenseurs en pédiatrie sur les chiffres de pression, mais qu'il n'y en a pratiquement aucune là, sur des issues cliniques. Euh, ce qui est pas étonnant, parce que dans la question, ben, je pense que Julie nous le dit bien, là. Puis je veux dire, c'est un concept redondant au pharmascope. Pour qu'un médicament puisse démontrer un changement dans le devenir des patients, ces patients-là doivent d'abord avoir un risque d'avoir un problème. Exact. Puis là, ben, si tu prends, là, je prends les enfants, mais la question là, se rend aussi aux jeunes adultes. Ben, si tu prends des gens de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, quand même, tu ferais une étude qui dure 5 ans, qui dure même 10 ans, c'est probablement excessivement difficile de démontrer une diminution d'une quelconque complication cliniquement pertinente, là, genre un infarctus, un AVC ou je sais pas quoi, là, parce que, ben, à peu près personne va avoir ça, là. Ouais, il faudrait une étude très longue avec beaucoup de monde, puis à la fin, cette différence-là qu'on verrait en absolu serait probablement très, très, très petite. Exact. C'est sûr que là, je pense que ça amène une autre question qui n'était pas incluse dans la question de Julie, mais évidemment, chez des gens jeunes, si tu as une pression franchement anormale, dans le sens qu'elle est très, très loin d'une courbe de distribution normale. Il y a probablement un paquet d'investigations, puis de ci, puis de ça qui devrait se mettre en place. Puis oui, c'est documenté, là, les jeunes patients qui ont une hypertension, ils ont plus souvent une hypertension secondaire qu'une Mhm. hypertension essentielle là, par rapport à la population plus âgée. Fait que, tu sais, là, c'est sûr que ça peut amener plein de cas d'espèces qui ont une maladie ou une étiologie sous-jacente, puis là, leur devenir, puis leur prise en charge est différente. Mais s'il ne s'agirait que d'hypertension essentielle, chez les gens plus jeunes, on n'a pas bien de bonnes données. Là, ça amène une question qui revient souvent quand on parle de médicaments préventifs, que ce soit des statines, des antihypertenseurs, des antidiabétiques, puis tout ça. C'est un peu ce qu'elle amène à la fin de sa question, de dire, OK, mais l'idée de traiter le plus hâtivement possible ces facteurs de risque-là, est-ce que ça permettrait pas d'améliorer le devenir de ces gens-là, justement, dans 10, 20, 30, 40 ans? Ben, la question se pose. D'ailleurs, en passant, pour ceux qui les ont pas consultés, l'AHA a publié aux États-Unis des guides de pratique en hypertension il n'y a pas longtemps. Ils ont fait leur mise à jour, là. Puis ils ont amené un peu ce concept-là, là. Je me souviens plus les mots qu'ils utilisent exactement, mais l'idée d'être assez proactif dans la mise en place de traitements antihypertenseurs pour prévenir à long terme quelque chose. Mhm. Ma réponse à cette question-là, généralement, indépendamment du médicament, c'est ben pourquoi d'abord on donne pas des statines, puis de l'aspirine, puis n'importe quel autre médicament préventif à genre tout le monde à partir de 22 ans? Parce que dans Ouais, les faits, on peut penser, avec la science disponible, qu'on diminuerait le risque de complications cardiovasculaires. Alors en que je effet. connais personne de 22 ans qui prend une statine, j'imagine. Non, non, parce que la majorité des gens de 22 ans, si on leur montrait la réduction des événements en absolu avec nos pilules, ben, ça les intéresserait probablement pas d'en prendre. Exact. Fait que c'est une question d'ampleur de bénéfice. Puis après ça, ben oui, là, on peut spéculer là, sur qu'est-ce qu'on sauverait peut-être de différent en commençant plus tôt, mais c'est ça, il n'y a pas d'études là, qui se rend aussi loin, aussi long, aussi tout ça. Puis ben, mine de rien, prendre des pilules, ça vient avec un coût, ça vient avec un désagrément, ça vient avec un risque d'effet indésirable. Fait que je pense que quand on met tout ça dans une balance, ben, ça nous explique bien pourquoi la majorité des patients plus jeunes, un peu indépendamment de leurs différents facteurs de risque, ben, on peut finir au bout d'une décision partagée à pas de pilule. Puis tu sais, je reviens quand même avec les recommandations du Guide d'Hypertension Canada. Là, évidemment, j'exclus, quand je dis ça, ben, les patients qui ont des symptômes, mettons, là.
Je veux dire, là, l'objectif est différent, là, c'est qu'ils se sentent bien. Puis oui, on peut comprendre que les patients qui ont une complication déjà avec une atteinte d'un organe cible, puis tu sais, on est capable d'utiliser notre jugement, de réfléchir, là. Mais Ou qui ont des valeurs de pression plus extrêmes où on se dit que finalement, peut-être que cette anomalie-là mérite une attention plus particulière. Là. ben, c'est ça, là. Mais mettons, pour un patient typique qu'on pourrait s'imaginer, entre 0 et 40 ans, ben, a priori, le bénéfice attendu d'un médicament qui baisse la pression, ben, il est mal documenté, puis deux, à court, moyen terme, probablement très, très petit. Mhm. Fait qu'on en est là. Bonne question. Mauvaise réponse. Écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, évidemment, mais N'invente pas de science, hein? c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que merci à tous ceux qui nous envoient des questions, des commentaires. C'est toujours le fun. Pour vrai, gênez-vous pas. Ça nous fait plaisir de vous lire. En passant, on a reçu un message de David là, qui nous posait une question sur la gestion de l'hypomagnésémie. On n'y a pas répondu. Honnêtement, là, c'est sur notre to-do list. Il va falloir faire un épisode complet sur la gestion du magnésium parce qu'honnêtement, là, c'est fatigant cette science-là. Puis ça va prendre un peu plus de temps. Ouais. Ça va mériter un bon épisode, ça. Mm. Fait qu'en terminant, un petit message habituel, si vous avez d'autres questions, des commentaires, des critiques, des plaintes, on vous invite à communiquer avec Oli. Puis nous autres, ben, on s'en parle bientôt. Ciao, ciao! Bye là! L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.